Binge Audio. Chers auditeurisses, dans cet épisode, Victoire Tuaillon reçoit Daisy Le Tourneur, la m'expliqueuse. Cet entretien a été enregistré avant sa transition de genre, lorsqu'elle se faisait appeler par un autre prénom. À sa demande, nous avons fait le choix d'éditer cet épisode pour taire cet ancien prénom. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Les couilles sur la table, 6e épisode. Rencontre avec le m'expliqueur, le mec qui explique la vie au mec. Voilà, il est 21h, il a eu le temps de cuisiner une pizza et d'endormir son fils, Edgar, 2 ans. J'avais envie de vous faire rencontrer dans cet épisode un homme qui me fait rire et réfléchir, un homme qui a plein de choses à raconter sur ce que ça veut dire d'être né dans ce corps mâle. Nous sommes dans son salon, dans l'appartement parisien qu'il partage avec sa femme et la mère d'Edgar. Il a les cheveux roses et une grande barbe rousse. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à m'inviter chez vous. Je ne sais plus quoi répondre à invitation à inviter, mais en tout cas c'est un plaisir. Je vous ai rencontré via ce blog que vous avez ouvert l'année dernière où vous publiez des planches de bande dessinée aussi drôles que bien documentées. Par exemple, comment draguer une femme sans être un relou ou comment faire du sexe avec une personne à vulve. On va en reparler. Le blog s'appelle Le M'expliqueur. Qu'est-ce que c'est un m'expliqueur ? Alors, le sens premier du m'expliqueur, à la base, ça a été inventé par une américaine, je crois, en tout cas une personne anglophone. On parlait de mansplaining, qui est ce phénomène où un homme va expliquer à une femme quelque chose qu'elle sait déjà ou qu'elle sait mieux que lui. Par exemple, je ne sais pas, un homme va lui expliquer non mais les règles ça marche comme ça, non mais le harcèlement dans la rue c'est comme ça. Oui, je crois que c'est une contraction entre le mot men, donc les hommes, et to explain, donc expliquer. Cette expression a connu son petit succès dans les milieux féministes et moi j'ai voulu m'en emparer et la détourner un peu ironiquement en francisant ça en mec expliqueur, donc un mec qui explique, mais mon idée c'est plus d'être un mec qui parle de masculinité et qui explique aux hommes qu'est-ce que c'est qu'être un homme. En fait, c'est exactement pour ça que je voulais vous voir. Je vous propose un exercice qui est encore inédit dans ce tout jeune podcast des couilles sur la table. J'aimerais que vous me racontiez comment vous avez cheminé dans votre vision de vous-même, dans votre vie, dans vos convictions féministes. Le mieux, c'est peut-être de commencer par le début. Quel genre de petit garçon vous étiez ? Où est-ce que vous avez grandi ? Alors, j'ai grandi d'abord dans la Sarthe. Je suis né à Sablé-sur-Sarthe, la ville de François Fillon. Donc, au passage, rends l'argent, s'il te plaît. Je pense que un des faits assez marquants dans la construction de ma propre identité, c'était que j'ai eu des lunettes très tôt à la maternelle. À partir du moment où j'ai eu des lunettes, j'ai été catalogué comme l'intello. Et finalement, je m'en suis un peu satisfait de ça. Je crois que j'étais pas trop bête, j'étais pas trop mauvais à l'école. Et par contre, j'étais très nul en sport. Une catastrophe. Enfin, tout un tas de choses qui ont fait que je me suis retrouvé petit à petit à devenir le vrai stéréotype du geek. On l'a tous très vite compris assez tôt à l'école que ça voulait dire que la norme de l'homme idéal était sportif, fort, bruyant, pas mal de choses que je n'étais pas. Dans quel milieu vous avez grandi ? Qu'est-ce que faisait votre père ? Alors mon père était garagiste. Mes 2 parents ont commencé à travailler très tôt, à 14 ans. Et mon père a plutôt bien réussi, puisqu'en fait, quand j'étais petit, il avait déjà son propre garage. Ensuite, il a acheté une station-service. Enfin, c'était un commerçant qui a un peu réussi, quoi, avec des origines très modestes. Mes 2 parents ont grandi dans une ferme. Ils ont bénéficié de toute la croissance des 30 Glorieuses et tout ça, ce qui leur a permis de s'élever un peu socialement, mais ils gardaient quand même
voilà, une culture très prolo, quoi. Votre père, il ressemblait à quoi ? C'était quel genre d'homme ? Pour le coup, je pense que lui se retrouvait pas si mal dans cette norme masculine viriliste. C'est quelqu'un qui était dans un monde très masculin, qui est celui de un garage automobile, qui était un entrepreneur qui avait réussi. C'est quelqu'un qui buvait des coups avec ses potes, qui était plutôt à l'aise dans la vie avec toutes ces normes masculines. Et c'est aussi quelqu'un, quand j'étais jeune, était assez dur avec ses enfants. J'ai pas grandi en ayant une grande sympathie pour lui, ce qui explique peut-être que j'ai jamais vraiment voulu me retrouver moi dans cet idéal masculin viril. Je l'ai finalement assez tôt rejeté. Quand vous rentrez au collège, comment ça se passe du point de vue de cet apprentissage de la masculinité ? Il y a vraiment un truc très violent qui est arrivé au collège, c'est qu'on s'est mis à tous se traiter de PD. C'est devenu d'un coup l'insulte suprême. 12 fois par jour, on se traitait tous de PD. C'était avant de trop savoir exactement ce que ça voulait dire même, mais on se disait ça, on traitait nos profs de PD, tous entre mecs, c'était l'insulte qui nous sortait, qui venait tout le temps à la bouche. Et en fait, j'ai même l'impression que le mot est arrivé avant la compréhension du truc, et petit à petit, en fait, on a défini plus précisément qu'est-ce que ça voulait dire, et ça voulait dire tout ce qui est finalement considéré comme efféminé, pleurer c'est PD, se tenir d'une certaine façon, croiser les jambes, montrer ses émotions, porter le mauvais vêtement. On a tous à la fois construit ensemble ce que ça voulait dire d'être un mec par la négative, en insultant et en brimant assez violemment toutes les personnes qui en sortaient, quoi. L'adolescence, c'est aussi le moment de la puberté, des questions liées à la sexualité et à la séduction. Comment ça se passe pour vous ? Alors pour moi, ça se passe pas, très simplement. J'ai été, en fait, comme j'ai appris à cacher beaucoup de choses, j'étais très renfermé sur moi-même et très craintif. Et en fait, j'étais d'une grande timidité. Ça a fait que finalement, j'ai traversé tout le collège sans avoir de copine. Et puis ensuite, j'ai eu le lycée sans avoir de copine non plus. J'étais pourtant pas asexuel, j'étais pas non plus homosexuel ou bisexuel. Je ressentais une attirance certaine, mais terrorisé à l'idée d'aller parler à une fille. Et en fait, ça, c'est un truc qui a duré finalement au-delà du lycée. J'ai traîné finalement cette crainte et cette timidité avec moi assez longtemps, au point que finalement, j'ai perdu ma virginité à l'âge de 25 ans. Ce qui a été un truc, toute une histoire pour moi. C'était assez lourd à porter de cette idée. On voit les statistiques, on nous dit que tout le monde est sexuellement actif en moyenne à partir de 17 ans, et puis quand on approche de 17 ans, on est un peu anxieux, comment ça va se passer, et puis en fait finalement c'est pas arrivé, et à 18 ans c'est pas arrivé, on est encore dans la moyenne, mais ce serait bien de se bouger un peu. C'était quelque chose que je vivais vraiment comme un fardeau à porter et comme une honte et un secret honteux. D'ailleurs, votre dernier post de blog traite de ça s'appelle le mythe de la virginité masculine. Et peut-être on peut lire un extrait de ce post-là. Je vous laisse lire. Je vous en parle avec des contractions aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas quelque chose que je vivais très bien. Je traînais ça comme un secret honteux, j'avais le sentiment d'être un raté. Le monde entier semblait me dire qu'en cette période de ma vie, j'aurais dû enchaîner les coups d'un soir ou vivre des histoires d'amour passionnées. Chaque année qui passait et m'éloignait de cette moyenne de 17 ans, c'était comme un poids en plus sur mes épaules. Il n'y avait pour ainsi dire pas de représentation des gens comme moi. Pour autant que je sache, j'étais une anomalie extrêmement rare. Aujourd'hui encore, quand on s'intéresse aux hommes vierges de plus de 20 ans, c'est Elliot Rodger, le tueur d'Isla Vista, ou des types chelous dans les papiers graveleux de Vice. C'est les membres du forum 1825 qu'on espère insulter en les traitant de puceaux.
Faute de représentation, je me voyais donc comme une aberration. J'avais l'impression que ça se lisait sur mon front et en même temps, je faisais tout pour garder le secret. Je me disais que c'était trop tard, que tous les autres étaient déjà dépucelés et que moi, j'avais raté le train de la vie sexuelle et plus personne ne voudrait d'un fric comme moi. Bien sûr, comme souvent, ce sont les femmes qui supportent la charge émotionnelle qu'on n'est pas capable d'assumer, nous les hommes. Parce que depuis, j'ai osé aborder le sujet avec des femmes et j'ai dû me rendre à l'évidence. Elles sont nombreuses à avoir dépucelé des mecs de plus de 20 ans et bien au-delà. Les puceaux sont partout autour de nous, gardant généralement leur identité secrète. Un truc que je n'ai jamais fait pendant toutes ces années de honte et de solitude, pourtant, c'est blâmer les femmes pour ma situation. J'ose le dire, on peut être puceau et ne pas consacrer ses soirées au harcèlement des féministes sur Internet. Cet article, j'ai eu envie de l'écrire parce que je voyais de nombreuses personnes face au comportement antiféministe et misogyne de certains harceleurs sur Internet, dire non mais c'est que des puceaux, ou les traiter de puceaux, parler de la puceausphère et tout, c'est rigolo. Mais voilà, moi, je pense qu'on peut être puceau et ne pas être un harceleur misogyne, et on peut être sexuellement actif et être harceleur misogyne. Voilà, on associe dans ce mythe de la virilité, l'homme, il doit être puissant, et il doit être puissant sexuellement. Ça fait partie du mythe. Et c'est sans doute pour ça aussi que finalement, un homme à femme, un homme qui sait ce qu'il veut et qui le prend sans nécessairement beaucoup de respect pour le consentement des femmes, c'est viril. Et un mec comme moi qui est timide et qui est tout renfermé, il n'y a pas de place pour nous, on ne correspond pas à la norme, on est forcément, on est des sous-hommes, quoi. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec les autres hommes ? Je ne suis pas misandre. J'ai des amis hommes qui sont très bien. Par contre, par rapport à certains hommes qui peuvent avoir, ou plutôt à certains de leurs comportements, qui soient dans la compétition, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup en fait quand on rencontre certains hommes très virils, c'est que ils ressentent le besoin de prouver leur supériorité d'une façon ou d'une autre. Alors ça va pouvoir s'exprimer chez certains en ayant un humour insultant, des blagues un peu piquantes. Chez d'autres, ça va être très physique, se donner des petits coups de poing, se défier au sport ou à n'importe quel jeu, un jeu vidéo, n'importe quoi, il va falloir tout de suite il y a des fléchettes, allez je vais te battre aux fléchettes, il n'y a pas de fléchettes, il n'y a rien ici, faisons une bataille de pouces, n'importe quoi pour se prouver l'un à l'autre que pour s'éprouver lequel domine l'autre, quoi. Et en fait moi j'ai un vrai désintérêt pour ces jeux-là. Je les prends avec amusement, et si je perds, je m'en fous. Du coup, parfois, ça peut être assez déstabilisant pour ces personnes-là. Voilà, il y a des personnes qui vont avoir cette envie de dominer, et parfois, je pense que ça peut se faire aussi à travers les femmes. Je pense que très souvent, on utilise les femmes pour... non pas pour elles-mêmes, mais comme des objets dans ce rapport qu'on a entre hommes. Finalement, les hommes, entre eux, on a des rapports qui sont très limités par un certain nombre de tabous. On ne peut pas trop se rapprocher, sinon c'est PD. Donc vous dire vous avez l'impression que ça n'a pas changé depuis le collège, quoi. C'est toujours... Ça n'a pas changé depuis le 19e siècle. Même avant, mais même avant, sans doute. Si vous prenez un exemple, vous organisez une grande sortie avec vos collègues ou vos amis, et il faut partager les chambres. Il n'y a pas assez de chambres pour tout le monde. Les filles vont accepter de dormir les unes avec les autres sans problème. Les garçons, c'est plus compliqué. On ne va pas partager un lit avec un autre garçon, et tout ça, c'est quelque chose qui est encore un peu... on n'est pas totalement à l'aise avec ça. On fait la bise aux femmes, et entre hommes, on se serre la main, on se check. On se fait pas des câlins, quoi. On a un rapport physique qui parfois va être... si on commence à être dans le tactile et tout ça, on va couper la chose en faisant une blague un peu homophobe qui va envoyer le signal que
nous, ça va, on n'est pas homosexuel, ou aux États-Unis, il y a ça comme expression. Alors, je l'ai pas entendu en France, je sais pas quel est l'équivalent, mais c'est le no homo. En fait, à chaque fois qu'ils disent quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui se passe où il peut y avoir une ambiguïté d'attirance homosexuelle, les types disent no homo. Tout à fait. Ce rejet de l'homosexualité, il est super structurant dans les relations entre hommes. Dès qu'on va avoir quelque chose de trop proche, physiquement ou émotionnellement, on va trouver une blague, ou alors on va se donner des petits coups de poing, faire un peu de la boxe et tout, pour défaire cette tension et montrer que non, surtout pas, nous ne sommes pas homosexuels. Et dans ce jeu-là, parfois aussi, les femmes peuvent être un pion. Finalement, je veux avoir ma relation avec les autres hommes, elle va passer à travers le jeu de séduction, la compétition vis-à-vis des faveurs d'une femme. Donc finalement, vous vous sentez à l'aise avec les autres hommes ? Oui. Après, je ne sais pas si eux, ils se sentent tous à l'aise avec moi. Pourquoi ? J'ai des cheveux roses, j'ai des attitudes dans ma façon de me tenir, ma façon de parler qui sont pas toujours super masculines. J'ai un rapport aux autres qui n'est pas dans certains jeux de domination virile. Enfin, j'ai un vrai aucun intérêt pour tout un tas d'éléments qui contribuent au lien social entre hommes, que ce soit le sport, la voiture, tous ces clichés-là. Et par contre, j'assume totalement mon amour pour certaines choses qui sont très féminines. Mariah Carey ? Mariah Carey. Vous êtes fan de Mariah Carey, non ? J'aime beaucoup Mariah Carey et de la musique assez pop, assez féminine en général. Je suis un peu déçu par le dernier Ariana Grande, mais je l'aime bien quand même. Ok. Et les cheveux roses d'ailleurs, pourquoi ? Alors les cheveux roses, c'était une façon pour moi de dire, de montrer au monde à l'extérieur comment je me sens à l'intérieur, c'est-à-dire pas tout à fait viril, pas tout à fait classiquement masculin, et j'avais l'impression que ça ne se ressentait pas dans mon look. Je vois parce que vous êtes assez imposant, vous avez une grosse barbe. Ouais. Vous n'êtes pas parfaitement fluet. Non. Et je sais que voilà, c'est un truc qui, d'ailleurs, à quelques reprises, a mis certains de mes interlocuteurs mal à l'aise dans un cadre professionnel. Mais voilà, je trouve ça esthétiquement plaisant. Et en plus, j'aime bien finalement ce jeu et explorer les limites de ces codes de la masculinité. Est-ce que vous êtes féministe ? Alors, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur le sujet, sur est-ce qu'un homme peut être féministe ou un allié, etc. J'ai pas envie, moi, de m'engager en fait, dans les discussions de sémantique et d'étiquette et tout ça. Je suis, en tout cas, dans ma démarche, très influencé par des féministes, par du travail de très nombreuses femmes. Et d'ailleurs, on le voit, je pense, dans votre liste d'invités, il y a beaucoup de femmes parce que nous-mêmes, les hommes, on est assez peu à se poser des questions sur la masculinité. C'est encore un sujet assez tabou pour les hommes hétérosexuels, en tout cas. Donc c'est oui, alors que y a, une fois qu'on met le nez dedans, il y a 1 milliard de choses. Il y a 1 milliard de fils à tirer. J'ai vraiment pas fini mon blog. À chaque fois que je commence un article, j'ai l'idée pour 3 autres. Ouais, moi aussi, pareil pour le podcast. Et comment c'est venu en fait ? Alors, comment c'est venu votre intérêt pour les théories féministes et pour les questionnements sur le genre et sur la masculinité ? Alors c'est marrant, il y a une chose que j'ai appris, un dicton qu'on dit apparemment chez les femmes féministes, c'est derrière chaque homme féministe ou chaque allié, il y a une femme féministe épuisée. Oui, c'est ça, je répète souvent ça à mon copain, cette phrase le consterne, mais je lui dis, derrière chaque homme un peu conscient, il y a une féministe au bout du rouleau. Voilà. Et bien, moi j'y suis venu par une démarche purement intellectuelle,
au fil des années, en fait, j'ai eu une période où j'étais journaliste culturel et globalement, j'étais très plongé dans le monde de la critique musicale et c'est vraiment en lisant des choses sur la musique, en découvrant mon amour pour Mariah Carey et Beyoncé, etc., qu'à un moment, je me suis posé la question pourquoi tous les groupes que j'écoute, ce sont des mecs blancs hétérosexuels qui font du rock. Est-ce que je rate pas des choses? Et j'ai découvert des communautés sur Internet qui discutaient finalement de les rapports au genre et à la sexualité et à la musique. J'ai découvert que en fait, j'aimais beaucoup tout un tas de musiques qui sont généralement plus écoutées par les jeunes femmes ou par les communautés homosexuelles. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'inégalités de traitement de la musique masculine et de la musique produite par des femmes. J'ai découvert, j'ai regardé Buffy contre les vampires que j'adorais, j'ai regardé Gilmore Girls que j'adorais, j'ai regardé... Et j'ai beaucoup lu toute cette période où j'étais puceau et dépressif. Je l'ai en partie consacrée à lire sur le féminisme, à me faire mes avis sur la question dans mon coin. Et voilà. Comment vous articulez vos convictions féministes dans votre vie de couple ? Alors, dans ma vie de couple, on a toujours eu une répartition... des tâches ménagères plus ou moins égales. Ouais, mais ça, tous les couples disent ça. Hein. C'est toutes les statistiques. Tout le monde trouve que dans son couple, c'est parfaitement réparti. Donc, bon. C'est pas faux. Après, si vous demandez à ma femme aujourd'hui, elle vous dira que c'est moi qui fais tourner la maison. Je pense que j'ai jamais été parfait sur ce sujet et que je ne le suis pas aujourd'hui, notamment quand on a emménagé ensemble avec ma femme. C'est elle qui m'a appris à faire le ménage, faire une machine et tout un tas de choses parce que ma mère n'avait pas jugé bon de me l'apprendre à moi en tant que mec. Et donc j'avais entrepris je m'étais dit avec une certaine détermination que je jouerais mon rôle là-dedans et j'ai toujours essayé de m'y tenir. Et elle aussi, elle m'a toujours tenu à un standard d'égalité dans les tâches. Mais je pense que s'il y a un moment où peut-être j'ai eu une occasion d'aller un peu au-delà sur ce sujet-là, c'est quand mon fils est né. Quand mon fils est né, je ne travaillais pas à cette époque-là. Et j'ai décidé de ne pas rechercher du travail immédiatement, parce que sinon j'aurais eu 11 jours de congé paternité et hop, je retourne au travail. Et je pense que ça, la question du congé paternité, c'est essentiel et ça devrait être un truc sur lequel les pères s'engagent et pour lequel on devrait lutter, parce que moi... J'ai eu l'occasion, en étant très disponible à cette période-là, d'apprendre comment on change une couche, comment on fait un biberon et tout ça, et d'être autant présent que ma femme pour s'occuper du bébé. Et je suis devenu finalement une chose en entraînant une autre. Aujourd'hui, je suis la référence sur toutes les questions qui concernent mon fils. C'est elle qui me demande quel médicament il doit prendre, à quel moment. C'est moi qui prends les rendez-vous chez le pédiatre, etc. C'est moi qui prépare ses repas et tout. Et je pense que quand les pères doivent retourner au boulot après 10 jours et que les mères, elles, ont au minimum 2 mois et demi de congé maternité, bah forcément, elles deviennent finalement la personne référente sur toutes les questions qui ont trait au bébé. Et je ne blâme pas totalement les pères qui ne peuvent pas, qui finalement laissent toute la charge mentale de l'enfant à la mère, parce que voilà, ils n'étaient pas là dans ces premiers mois qui sont quand même cruciaux. Ils ont pris un retard en fait que moi qui ai eu la chance finalement de ne pas avoir ce retard, je pense que c'est très dur à rattraper. Est-ce que vos convictions féministes, à tous les deux, à votre femme et à vous, ont déjà posé problème par rapport à l'éducation d'Edgar ? Alors, oui, il y a eu un incident, finalement, un seul, c'est peut-être pas grand-chose, mais quand il était petit, il est toujours petit, mais
jusqu'à ses 8 mois, il était dans une crèche. Il a changé de crèche ensuite. Et à l'époque, on l'habillait avec tout ce qu'on trouvait mignon comme vêtements qui pouvaient être achetés au rayon filles ou au rayon garçons. Et notamment, il avait une très jolie petite tunique à fleurs, et il avait aussi un bloomer rose qui était très mignon. Et souvent ça nous arrivait qu'on nous dise « Oh, la jolie petite fille !» Et ça ne nous dérangeait pas. Mais le jour où on est parti de cette crèche, le dernier jour, il y a une des responsables qui s'occupait de lui qui est venue nous parler et nous dire quand même, c'est pas possible de l'habiller en petite fille, il va avoir des problèmes. Nous, on se moquait de lui. On se moquait de lui. Ouais, et ça, c'était totalement hallucinant pour nous. On a juste accusé le choc parce que de toute façon, c'était le dernier jour et c'était fini. Et voilà, mais on se rend compte de la violence du truc, quoi. Un enfant qui a 8 mois, qui ne sait pas parler, il y a des adultes qui se moquent de lui parce que il ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de la façon dont on doit habiller un petit garçon. On se rend compte à travers une expérience comme ça que la façon dont on impose les rôles de genre aux enfants, ça commence très très tôt et ça peut être assez violent et ça vient de partout, ça vient... on parle beaucoup de la culture, de la télé, des livres, etc. Mais ça vient des enfants entre eux et ça vient des adultes qui jouent la police, quoi. La police du genre. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre à votre fils concernant toutes ces questions ? Quel genre d'homme vous avez envie qu'il devienne ? J'ai surtout envie qu'il devienne... qu'il soit heureux, qu'il devienne quelqu'un qui sache ce qu'il veut et qu'il choisisse son destin en étant évidemment respectueux de toutes les personnes autour de lui, quel que soit leur genre, et qui ne s'impose aucune limite parce qu'il est un garçon, qui ne se limite pas à certains métiers et à certaines activités et à certaines façons de s'habiller, de se comporter, etc. Alors évidemment, mon but aussi, c'est pas de faire pleurer sur toutes les limites qu'on impose aux hommes. On est quand même dans une situation dominante dans la société. Et je sais que j'ai bénéficié dans mon parcours professionnel et personnel qui a été assez chaotique. J'ai toujours bénéficié de cet avantage-là dans la vie. Je veux que mon fils, il en ait conscience aussi. Et je veux qu'il se comporte d'une façon qui ne viendra pas empêcher les autres de bénéficier de tous ces avantages dont lui, il pourra bénéficier. Vous êtes heureux d'être un homme ? Oui. Je suis... Moi... Au final, une chose que je veux dire à travers mon expérience personnelle et à travers mon blog, c'est que on peut être un homme hétérosexuel et exprimer sa masculinité, ou en tout cas avoir une masculinité qui ne correspond pas au mythe viril unique et être très à l'aise et heureux, réussir sa vie. Être émotionnellement satisfait, de pouvoir exprimer toute une palette d'émotions qui va au-delà de juste la frustration et la colère, être plus à l'aise finalement dans ses rapports avec les femmes, de pouvoir avoir des amies femmes, de ne pas attendre en échange des faveurs sexuelles. C'est quand même plutôt cool. Pouvoir être à l'aise avec ses amis hommes et leur parler de tout, y compris de sujets très engageants émotionnellement et très personnels. D'être libre de s'habiller comme on veut. Mon éveil au féminisme et à toutes ces questions-là me permet d'avoir des rapports plus sains aux femmes et aux hommes autour de moi parce que je ne suis pas dans une recherche de la séduction permanente avec les femmes et dans une recherche de prouver ma masculinité de façon permanente auprès des autres hommes. Ah oui, c'est reposant en fait. Ouais, tout à fait.
Bon, est-ce que ce que vous savez du genre, ça a changé votre sexualité ? Tout à fait. En fait, on a une idée de la sexualité homme-femme qui se résume à préliminaire, puis Rien que ce mot. coït. Tout à fait. Les préliminaires. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire autour de la pénétration pénis dans un vagin qui sont finalement très intéressantes et on peut y consacrer beaucoup de temps et de l'énergie et que ce soit très satisfaisant sans être déçu. En fait, on a vraiment, je crois, un rapport et un mythe que le vrai rapport sexuel, c'est quand le pénis rentre dans le vagin. C'est quelque chose qui nous est enseigné en cours d'éducation sexuelle et un peu partout par la société. Mais il se trouve que le sexe féminin, c'est pas juste le vagin, c'est la vulve. Il y a les grandes lèvres, les petites lèvres, le vagin et le clitoris. L'organe du plaisir féminin, c'est le clitoris. Je ne vous apprends rien, mais on sait en fait que statistiquement, il y a très peu de femmes qui ont... Enfin, très peu. La plupart des femmes ne parviennent que difficilement à l'orgasme ou pas du tout à l'orgasme par stimulation vaginale. Et alors que le clitoris est quand même un organe qui est dédié au plaisir, il est là pour ça, quoi. Donc, faut pas l'ignorer. Et en fait, dans les pratiques sexuelles qu'on peut avoir entre un homme et une femme, faut pas considérer que le meilleur moyen de donner un orgasme à une femme et de donner du plaisir à une femme, c'est pas un préliminaire, quoi. Ça peut être l'objectif numéro 1. Vous voulez bien me lire un extrait de Comment faire du sexe avec une personne à vulve ? Le m'expliqueur essaie de donner des suggestions concrètes pour changer un peu les choses. Alors soyons plus concrets que désinvestissons notre masculinité de notre performance sexuelle. Ce qui va demander un gros travail sur nous-mêmes, une réflexion poussée et personnelle dont on ne peut se passer, et que je compte sur vous pour mener chacun de votre côté. Plus immédiatement, je vous suggère donc une discussion posée, planifiée, pour parler de sexe hors de la chambre, dans un moment où il est clair que ça ne va pas dégénérer en câlin, pour qu'il y ait le moins de pression possible. Parlez de ce que vous ressentez, ce que vous aimez et n'aimez pas, ce que vous voudriez essayer. Si vous limitez ces discussions au moment où vous êtes déjà à moitié nu et surexcité, le risque est grand que l'un ou l'une d'entre vous n'ose pas tout dire ou prenne mal une remarque. Si votre partenaire est une femme dans un couple hétérosexuel, peut-être aussi qu'elle est trop fatiguée pour le sexe parce que vous lui laissez toute la charge mentale. Peut-être qu'elle a besoin de se sentir désirée et qu'il faut lui dire que vous l'aimez, que vous la trouvez belle. Ou peut-être qu'elle a besoin de moins se sentir comme un objet sexuel à chaque instant. Il y a un super moyen de savoir ce qui se passe dans la tête des femmes, de percer le mystère féminin. Demandez-leur. Parce que le problème numéro 1 du sexe entre personnes à pénis et personnes à vulve, c'est la pression qu'on met sur les personnes à vulve. Les hommes hétérosexuels cisgenres, à la fin, jouissent 9,7 fois sur 10. La vérité, c'est que souvent on ne prend même pas tant que ça notre pied. Qu'on baise 45 minutes avec des partenaires qui s'emmerdent ou qu'on jouisse en 2 minutes avant de s'endormir sans avoir touché à leur clito. On ne sait pas ce que c'est d'avoir une vraie entente sexuelle. Ces plans cul sont nuls, on peut faire mieux. J'ai écrit ça parce que je pense que moi-même, j'ai eu une sexualité à une époque qui était très centrée autour de l'idée de la performance, de la longueur du rapport, de la pénétration. Au final, je suivais un script que j'avais découvert dans le porno et partout dans la société, qui était que l'homme doit faire jouir la femme d'une certaine façon, il doit durer le plus longtemps possible, il doit vraiment prouver sa masculinité à travers ses pratiques sexuelles selon un scénario qui est préécrit. J'ai pu découvrir finalement qu'il y a d'autres façons de prendre du plaisir et d'en donner, qu'il ne faut pas avoir l'angoisse de la panne ou l'angoisse de l'éjaculation précoce, ou ça ne veut pas dire qu'on est moins un homme, qu'on est un sous-homme si on n'arrive pas à
baiser comme une star du porno et que on peut avoir une vie sexuelle beaucoup plus satisfaisante si simplement on en parle de façon très ouverte avec ses partenaires et que beaucoup d'autres voies empruntées qui peuvent être très fun. On arrive à la fin de cette discussion. Quelle est l'œuvre que vous avez envie de recommander ? Alors je vais faire le papa et je vais recommander un dessin animé pour enfants, mais que je regarde en tant qu'adulte et que j'espère montrer à mon fils quand il sera un peu plus grand. Ça s'appelle Steven Universe. C'est un dessin animé américain. Il y a un personnage principal qui est un petit garçon, mais qui est entouré en fait de 3 personnages féminins avec des super pouvoirs et qui se battent de façon formidable avec une très jolie animation et des choses visuellement très chouettes. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'émotions et des rôles qui ne sont pas stéréotypiquement féminins et masculins qui sont attribués à toutes les personnes. Merci beaucoup, le M'expliqueur, de nous avoir m'expliqué un certain nombre de choses. Merci à vous de m'avoir reçu. Et vous trouverez toutes les références sur le site de binge.audio. Les couilles sur la table, c'est un podcast qui est produit par Binge Audio. Vous pouvez continuer à m'écrire, à m'envoyer des tweets et des messages Facebook et des mails. J'y réponds jusqu'à maintenant. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de préférence à vos frères, vos pères, vos cousins, vos petits copains. Voilà, et n'hésitez pas à mettre des étoiles sur l'application Apple Podcast. Bisous et à bientôt. Binge.